Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Une chose importante ressort de ces 26 minutes d'allocution présidentielle, vous l'avez d'ailleurs sans doute noté comme moi, c'est celle-ci. Jacques Chirac est solennellement intronisé, il est consacré comme chef de la majorité, comme rassembleur. L'UDR, dont il est le leader, devient de ce fait le parti locomotive des formations de la majorité. Voilà qui, sans doute, ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais au moins, on est fixé. Cette décision s'accompagne dans les propos du président de commentaires, d'explications et de projections sur l'avenir qui forment, Patrick Poivre d'Arvor, un tout cohérent. Oui, de la même façon que le décor que vous avez vu est un compromis entre le rideau gaulien et le bouquet de fleurs giscardien, eh bien cette allocution est un moyen terme entre un changement de cible et une certaine continuité. Le changement de cible, voilà comment je l'ai ressenti. Valéry Giscard d'Estaing, ce soir, s'est adressé surtout à sa majorité. Fini les clins d'œil complices à l'opposition, fini la séduction. D'une certaine façon, il a tiré les leçons des cantonales. Il a cherché à récupérer les électeurs qui l'avaient quitté. Comment? Eh bien, en agitant le drapeau du collectivisme, en évoquant les termes de la fermeté, de la sécurité, et surtout en installant un homme de choc à la tête de la majorité, Jacques Chirac. Jacques Chirac qui, ce soir, a trouvé une autorité renforcée. Il a, vous l'avez dit, été consacré. Ça ne fera pas forcément plaisir aux républicains indépendants, réunis depuis ce soir à Nice. Pas forcément plaisir non plus aux réformateurs. Mais c'est comme ça, Giscard veut, grâce à Chirac, donner une crédibilité nouvelle à la majorité. Et je crois savoir que cette cohésion de la majorité, eh bien, on va essayer de la cimenter davantage encore en rédigeant, pourquoi pas, un texte qui serait une sorte de pendant au programme commun de la gauche. La continuité dont je vous parlais, c'est la personnalité de Giscard. Les réformes vont se poursuivre, pas question de transiger là-dessus, et on continuera à moucher ceux qui hument le mauvais vent. Bref, et c'est un mot qui a été employé, de la ténacité. Comme costume sombre, visage austère, Valéry Giscard d'Estaing veut donner l'impression de tenir la barre et non pas de flotter. Cet homme-là, souffleté par un échec au cantonal, s'est durci la peau. Le Conseil des ministres a adopté ce matin un certain nombre de mesures en faveur de la famille. Ces mesures, ne soyez pas étonnés qu'elles vous donnent l'impression de déjà entendues. Il s'agit en effet, pour l'essentiel, des dispositions annoncées par Mme Veil le 31 décembre dernier. Les projets adoptés aujourd'hui par le Conseil des ministres devront être encore soumis au Parlement, puis faire l'objet de textes d'application avant d'entrer dans les faits. Ainsi fonctionne la machine législative. Ces mesures intéressent surtout les femmes seules chargées de famille. En voici d'ailleurs l'essentiel. La première mesure du projet concerne celles qu'on appelle les mères isolées. Qu'elles soient célibataires, veuves ou bien divorcées, Madame Veil veut leur garantir un revenu. 900 francs par mois et 300 francs par enfant à charge. Mais attention, pendant une durée d'1 an et seulement si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans. Deuxième mesure adoptée en Conseil des ministres, l'institution d'un congé sans solde de 2 ans maximum pour les femmes qui souhaitent élever elles-mêmes leur enfant. Mais pour le moment, seules les femmes employées dans la fonction publique bénéficieront de ce congé. Je crois que c'est très important. C'est plus qu'important, c'est absolument fondamental. Parce que c'est dans la relation très intime avec sa mère que l'enfant, dans les 2 premières années de sa vie, va se former, va développer en grande partie son intelligence, son affectivité, le début de son langage. Donc il est très très important que les enfants, si vous voulez, soient élevés par leur mère. Je sais bien que ça pose dans les conditions actuelles un problème économique et que c'est presque cela l'essentiel et que c'est cela qu'il faut s'attacher à résoudre. Les jeunes papas, eux aussi, tirent profit des nouvelles mesures. Ils seront désormais dispensés d'accomplir leur service à condition toutefois qu'ils aient moins de 22 ans. Enfin, quatrième mesure adoptée ce matin, 8 semaines de congé pour les mères adoptives au moment où elles prendront en charge leur enfant, comme pour un congé maternité normal. Ça, je crois que c'est une mesure très intelligente. Parce que quand un couple adopte un enfant, il a souvent l'impression que, alors que lui-même, le couple, attend cet enfant et l'aime d'emblée avant de l'adopter presque, il a l'impression que pour l'enfant, ça va être pareil. Or, il est très important que pendant quelques semaines, les parents, la mère, les nouveaux parents et l'enfant prennent l'habitude l'un de l'autre. Il faut que l'enfant s'habitue à sa nouvelle mère, à celle qui sera sa définitive, future et vraie mère.
Le Conseil des ministres a également accepté un projet qui concerne les nourrices à domicile et les gardiennes d'enfants. Ce personnel aura désormais un véritable statut qui garantira ses droits et fixera le barème de ses rémunérations. Bien sûr, les textes adoptés aujourd'hui ne constituent qu'un premier train de mesures en faveur de la famille. D'autres suivront. Il s'agira notamment de réorganiser et de regrouper les diverses allocations versées aux familles. Un problème épineux qui sera sans aucun doute beaucoup plus difficile à résoudre. Eh bien, on va me couper la parole. Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a décidé de son côté de déposer dans les prochains jours une proposition de loi sur les problèmes de la famille. L'ambition du Parti socialiste est de présenter un plan qui englobe les différents aspects d'une politique familiale, qu'il s'agisse des aides financières aux familles, aussi bien que des conditions de travail des mères de famille. Un accord salarial vient d'être signé entre la direction de la SNCF et plusieurs syndicats. Cet accord comporte des clauses nouvelles, en particulier des améliorations de salaire pour certaines catégories de travailleurs manuels. Il prévoit également un intéressement pour les cheminots aux résultats d'exploitation de la SNCF. La garantie du pouvoir d'achat figure bien entendu parmi les clauses de cet accord. Comme on pouvait s'y attendre, Force ouvrière, les cadres et les conducteurs autonomes ont donc signé cet accord salarial 1976. Comme on pouvait le prévoir aussi, la CGT et la CFDT, syndicats majoritaires parmi les cheminots, ont quitté la séance après 4h30 de discussion. Pas de compromis possible entre leurs revendications et les propositions de la direction. On considérait qu'on en avait assez entendu comme ça. Il n'y a toujours pas de véritable négociation et on ne voit pas ce qu'on resterait faire plus longtemps dans cette salle. En attendant les consignes syndicales, les cheminots vont donc maintenant se réunir dépôt par dépôt. Les grèves vont sans doute continuer, donc de nouvelles perturbations demain. À Nancy, par exemple, la CGT et la CFDT viennent ce soir de décider un nouvel arrêt de travail. Les militaires qui, cette nuit, ont pris le pouvoir en Argentine, ont décidé de suspendre toutes les libertés démocratiques dans ce pays. C'est une véritable dictature qui semble s'instaurer en Argentine. Absolue fermeté dans l'exercice sévère de l'autorité afin d'extirper les vices qui affectent l'Argentine, tel est le programme de la junte qui contrôle maintenant le pays. L'ex-chef de l'État argentin, Isabel Perón, a été arrêtée cette nuit et conduite à 1700 km de Buenos Aires en résidence surveillée dans une propriété somptueuse qui n'a de prison que le nom. Estela Perón, ancienne danseuse de cabaret sous le nom d'Isabella, présidente de la République d'Argentine à la mort de son mari, Juan Perón, en juillet 1974. 21 mois à la tête du pouvoir, 21 mois pour plonger l'Argentine dans une situation économique et politique catastrophique, avec une opposition extrême gauche et extrême droite qui n'a cessé de grandir jusqu'aux méthodes terroristes. Une présidente trop fatiguée que ses médecins obligent à quitter la scène politique en août dernier pour un mois, qui reviendra après un coup d'État raté, redisparaîtra dans une clinique proche de Buenos Aires et finalement ne plus gouverner qu'à travers des remises de décoration. Cette fois avec le nom, c'est toute une histoire, un règne qui s'achève. Le règne s'était déjà fait avec la disparition de Juan Perón, le nom sur un constat d'échec avec la mise à l'écart de sa troisième épouse, Estela Perón. Depuis plus d'un an, tous les militaires avaient lancé avertissement sur avertissement. Sans un coup de feu, c'est le général Videla qui devient président de la République après le 28e coup d'État militaire en Argentine. Montgomery est mort aujourd'hui. Il avait 88 ans. Pour les jeunes générations, il est possible que le nom de ce maréchal britannique ne dise pas grand-chose. Il fut pourtant, pendant la guerre, l'un des chefs militaires les plus populaires. Il était d'ailleurs davantage connu sous le pseudonyme de Monty. El Alamein, 1942. L'Africa Corps et Rommel battent en retraite. C'est la victoire du calcul sur la ruse. Si je suis anxieux, disait Montgomery, je ne livre pas bataille, j'attends d'être prêt et alors il n'y a pas de doute. Austère, infatigable, disait de lui Churchill, c'était aussi le soldat britannique le plus aimé de ses hommes depuis Wellington, le vainqueur de Waterloo. Juin 1944, sur les côtes de Normandie, la libération de Caen, de Saint-Lô, de Falaise, Monty est là.
Aux côtés d'Eisenhower, deux conceptions différentes de la stratégie, des divergences, mais un seul et même but. Mai 1945, devant une tente, le général Montgomery reçoit la reddition des armées allemandes du Nord. Instant exaltant dans la vie d'un soldat, mais à ce moment suprême, à la fin de cette guerre qu'il a vécue sur tous les fronts. Ses pensées vont à un coin du désert de Libye, là où il a, 3 ans plus tôt, terrassé Rommel l'invincible. C'est là que le maréchal Montgomery, vicomte d'Alamein, est entré dans la légende. La guerre civile s'étend au Liban. Elle gagne maintenant la montagne, là où se trouvent de nombreux villages chrétiens. Un de ces villages vient d'ailleurs de tomber entre les mains des forces de gauche qui comprennent les miliciens de Kamal Jumblat et des éléments palestiniens. Ces combats se déroulent sous les yeux des observateurs syriens présents au Liban et qui semblent attendre que ce pays tombe dans leurs mains comme un fruit mûr. C'est d'ailleurs à la Syrie qu'est consacrée ce soir la deuxième partie de notre dossier sur le Moyen-Orient. Dossier, je vous rappelle, constitué d'éléments filmés exclusifs et d'interviews que nos envoyés spéciaux dans cette région viennent de nous rapporter. Voici donc aujourd'hui un éclairage sur la position actuelle de la Syrie. L'intervention de la Syrie au Liban a montré l'influence que Damas peut exercer sur ses voisins arabes. Par ses alliances politiques et militaires avec ses voisins, par son développement économique aussi, la Syrie est devenue une grande puissance dans le monde arabe. Pendant ce reportage, j'ai trouvé cependant un pays toujours mobilisé contre Israël. Cela me fait penser que si la guerre civile au Liban doit remettre le feu aux poudres au Moyen-Orient, la Syrie sera prête plus que jamais. Voici le nouvel homme fort du Moyen-Orient, le général Hafez al-Assad, depuis 5 ans chef de l'État d'un pays qui vient de fêter le 13e anniversaire de sa révolution. En quelques mois, il a réussi à rallier tous les mécontents de l'accord entre l'Égypte et Israël, et son étoile a rapidement éclipsé celle du président Sadat. Depuis qu'il s'est allié à la Jordanie et qu'il a fait intervenir ses unités palestiniennes au Liban, un véritable front uni encercle Israël de la mer Rouge à la Méditerranée. Aujourd'hui, plus de 2000 canons sont tournés vers les territoires occupés. L'armée syrienne s'entraîne en étroite collaboration avec l'armée jordanienne et les Fédayines installés au sud Liban, aux frontières d'Israël. S'ils ont un jour à combattre, c'est presque une seule armée de 250 000 hommes sous le commandement unique de Damas qui affrontera les Israéliens. Par cette influence de la Syrie sur ses voisins, Liban et Jordanie, c'est peut-être le vieux rêve de la grande Syrie qui refait surface. Mais le bras droit du général Assad repousse cette idée. Il ne s'agit pas de grande Syrie, il ne s'agit pas d'influence, il s'agit de collaboration entre deux pays frères, entre la Syrie et la Jordanie. Nous ne voulons pas de guerre, nous savons combien la guerre coûte. Nous avons vécu des périodes de guerre, comme vous avez vécu des périodes de guerre dans votre pays, et nous ne voulons pas que les générations futures souffrent des guerres. Mais quelquefois, les guerres vous sont imposées, et nous espérons que la communauté internationale fera tout ce qu'elle peut pour éviter la guerre à la région du Moyen-Orient. Aujourd'hui pourtant, la Syrie n'a pas démobilisé depuis la guerre d'octobre. Aujourd'hui, les environs de Damas sont devenus un vaste camp d'entraînement. Ces unités d'élite s'exercent par exemple pendant 6 heures par jour au maniement des armes. Dans les bases aériennes de Syrie, les pilotes restent mobilisés en permanence. Cette base n'est qu'à 50 km du front du Golan. Chaque jour, c'est le même entraînement pour les pilotes des fameux MiG-21 soviétiques. Aujourd'hui, l'aviation syrienne a largement compensé ses pertes de la guerre de 1973 et dispose de 400 avions de combat, dont 2 escadrilles de MiG-23. La Syrie doit aussi recevoir des MiG-25, le rival du fameux F-15 américain, déjà vendu à Israël. Mais aujourd'hui, les pilotes de ces avions ne s'entraînent plus en Union soviétique. Ils sont formés directement en Syrie et suivent aussi des cours de formation politique. Nous voyons que notre problème avec Israël n'est pas terminé et pour ça, au contraire, nous avons relevé le niveau de rentraînement jusqu'à la fin de notre problème avec Israël. Dans les écoles de Syrie, l'enseignement est aussi tourné vers la reconquête des territoires occupés. Ces jeunes filles des classes terminales doivent suivre pendant 3 ans des cours de formation militaire avant de passer leur baccalauréat.
C'est un peu la réponse de la Syrie à Israël. Elles sont ainsi près de 70 000 à porter l'uniforme et à manipuler des armes pour combattre peut-être un jour aux côtés des soldats. Il faut être avec l'homme pour défendre de notre patrie. Et plus tard, vous pensez que vous aurez à combattre? Oui. Dans les rues de Damas, l'effort de guerre continue de peser sur la population. Un homme sur deux est un soldat. Permissionnaire ou réserviste, il passe parfois par camions entiers dans les rues de la capitale. Aujourd'hui encore, la population continue de dépenser près de 20% de son salaire pour l'entretien de l'armée et pour l'achat d'armes modernes les plus perfectionnées. L'effort de guerre saigne encore la Syrie. Et pourtant, elle a pu se battre sur un deuxième front, le front économique, et se lancer dans les grands projets. Ce barrage de Tabqa sur l'Euphrate, à 500 km de Damas, est la plus grande réalisation du régime, au même titre que le barrage d'Assouan en Égypte. Dans quelques années, il pourra irriguer l'équivalent d'un département français. Mais déjà, il a rendu fertile plus de 100 000 hectares de terre. Grâce au projet de l'Euphrate, on a pu fixer ces bédouins dans les nouveaux villages. Le béton a remplacé la tente et tout l'essor économique de la Syrie est lié à ce grand projet. C'est en fait le deuxième défi de la Grande Syrie après les alliances militaires. Demain, troisième volet de notre enquête sur le Moyen-Orient, Israël, ou la fausse tranquillité. Le temps, eh bien le temps nous a trahis. Et mea culpa, hier nous vous annoncions du mauvais temps, c'était pas brillant du tout. Eh bien aujourd'hui, il a fait assez froid, mais il a fait presque partout du soleil. Et c'est l'essentiel, surtout si vous êtes actuellement en vacances. Demain, l'amélioration tendra à se généraliser. Après quelques brouillards, le matin, le temps sera généralement ensoleillé et les températures seront en hausse. Il y aura cependant des nuages passagers sur la Manche et de rares orages vers la Corse. Et en Méditerranée, les vents resteront forts. À 23h15, dernière édition de notre journal présenté par Gérard Holtz et au cours de laquelle vous pourrez entendre les premières réactions à l'allocution du président de la République. À 10h demain matin, un autre journal complet. Ici, tous, nous vous souhaitons une bonne soirée. À demain.